Je vous en prie. Deux questions, une à M. Lafont et l'autre à M. Wellauer, dans cet ordre. M. Lafont nous a dit que Lafarge et d'autres cimenteries ont développé les meilleures technologies pour pouvoir réduire 60 à 70 tonnes métriques d'émissions de CO2, ce qui est égal aux émissions de l'Égypte. Mais pour essayer de mieux comprendre ce que cette économie représente, ceci pourrait être montré comme un pourcentage du montant total d'émissions du secteur du ciment, ce qui nous donnerait une meilleure perception de l'ampleur du problème. L'autre question, et cela s'adresse à M. Wellauer, à quel point pensez-vous que le coût croissant des soins médicaux, de la santé, pensez-vous que ceci puisse être attribué aux problèmes de pratique médicale dans les pays en développement ou une cartellisation ou de partage des honoraires, ce qui est particulièrement vrai dans les cas d'hospitalisation superflue ou d'études inappropriées, notamment de l'imagerie électronique ou résonance magnétique. Précédemment, l'on a dit que la santé, c'est la richesse, mais maintenant, je crois que ce qui est de plus en plus vrai est que les soins de santé ou de la profession médicale représentent leur richesse. Je crois qu'on va passer au panel. Et dans l'ordre inverse, Thomas, it's all yours, all the more so that some of the questions were directly directed at you. Merci beaucoup pour cette première question en ce qui concerne la façon dont l'on arrive à associer les dépenses sur ce qu'on appelle les éléments d'hygiène fondamentale et l'infrastructure, de réduire les niveaux de pauvreté et les dépenses sur les services de santé. Je suis convaincu, pour ma part, que nous dépensons beaucoup trop sur les médicaments et pas assez sur les éléments fondamentaux. Ceci est plus particulièrement vrai dans les pays en développement. Si vous y pensez, même si vous avez les meilleurs médicaments, s'il n'y a pas de route, et il n'y a pas de chaîne du froid, il n'y a pas de personnel formé pour gérer les médicaments, donc l'on n'avance pas. Et donc, j'encouragerais vivement les pays en développement à investir initialement dans l'infrastructure, qui, dans ma vision, inclurait la formation du personnel médical et d'être extrêmement diligent sur comment dépenser pour les soins de santé eux-mêmes, comme j'ai essayé de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il nous faut être tout à fait clair que nous devons associer la prévention, le traitement et la compléance afin de quantifier les conclusions de cette approche intégrée pour pouvoir répondre à certaines maladies. De cette façon, l'on peut réduire de façon significative les dépenses, entre autres les dépenses médicamenteuses. Et j'ajouterai un commentaire. Et il est parfois extrêmement frustrant pour les gens comme moi qui sommes des responsables de l'industrie pharmaceutique. Lorsque l'on parle d'accès aux soins de santé, ou accès aux médecines, aux médicaments, premier réflexe viscéral. Ah, les brevets! Les brevets sont la raison pour laquelle une population n'a pas accès aux soins de santé. Et je dirais, et ce qui ressort de ce que j'ai dit, ceci est tout à fait à la fin de l'argument. Il existe de nombreux autres éléments pour lesquels une grande partie de la population du monde d'aujourd'hui n'a pas accès aux soins de santé. Sur votre deuxième question, de M. Hassan, sur les erreurs de pratique, et quand vous parlez des erreurs de pratique ou abus de pratique dans un sens très large, une partie des données que je vous ai présentées, c'est-à-dire de prendre la dépense moyenne et de voir le résultat, est évident. Si l'on dépense moins
et que l'on arrive à un meilleur résultat, il faut dépenser une partie dans les pays qui dépensent plus sur des éléments qui sont superflus. Je sais que d'autres raisons existent. Il faut être assez prudent que les différentes conclusions d'un traitement peuvent être influencées par la charge de maladie qui est souvent associée au mode de vie. Mais même avec ceci pris en considération, je dirais qu'aujourd'hui, le fait que les incitations des différents acteurs dans les systèmes de prestations de santé sont non seulement non alignées, mais en fait même vont à contresens, l'on n'arrive pas aux meilleurs résultats et certainement pas les meilleurs résultats pour le montant investi. Je vais répondre à la question sur les réductions de CO2. Pour revenir à l'approche sectorielle, ces entreprises ont pris un engagement volontaire de réduction de leurs émissions de CO2 par tonne de ciment produite. Les 70 millions de tonnes correspondent à un pourcentage de plus de 10% en moyenne de leurs émissions de CO2. Pour Lafarge, c'est largement au-dessus de 15%. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le système mis en place pourrait être repris par les gouvernements, adapté, bien entendu, les ambitions à négocier, mais la gouvernance est en place. Et bien entendu, il y a des entreprises indiennes dans le Cement Sustainable Initiative. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Moi, j'ai eu 3 questions, je voudrais très rapidement répondre. Moi, je voudrais remercier M. Mounir. En ce qui concerne cette question des MDP, elle est essentielle. Je suis totalement d'accord avec vous que 2 à 2,5% des permis de polluer ont été captés par l'économie africaine. Et que le gros en Afrique a été en bonne partie en Afrique du Sud, ce qui s'explique par ces capacités building qui existent dans ce pays, mais que le gros dans le monde entier a été fondamentalement en Chine et en Inde et au Brésil. Ceci veut dire tout simplement la chose suivante, c'est que dans la mesure où l'Afrique n'aura pas des capacités, donc de savoir-faire, d'expertise, d'évaluation, de maîtriser les processus qui sont extrêmement lents, elle ne pourra pas réellement se positionner sur cette économie décarbonée et avoir les moyens réellement de se placer dans cette perspective. Donc nous pensons que c'est un axe important et c'est notre priorité aujourd'hui et demain et après Copenhague. Là, je vous remercie de m'avoir posé cette question. La deuxième question qui me semble essentielle, moi je pense que le Maghreb ne se fait pas uniquement au niveau politique, au niveau des institutions officielles, il se fait également au niveau des citoyens. Et l'entreprise citoyenne maghrébine a une place essentielle. Et je crois fondamentalement à la poussée qui vient du bas, à la poussée qui vient de derrière, à la poussée qui vient de l'entreprise citoyenne dont parlait tout à l'heure M. Lafont. Alors, quand elle est citoyenne, donc elle est démocratique, elle est immergée dans sa communauté, elle est immergée dans son territoire et dans son terroir. Et le terroir réel de l'entreprise maghrébine, c'est le Maghreb. Donc, c'est les 5 pays du Maghreb.